Donc on va reprendre la deuxième séance pour détailler les services d'Active Directory. Donc on va voir ADDS, donc Active Directory Domain Services, les services de domaine Active Directory. Donc comme j'ai expliqué la première séance, quand vous créez, là vous installez votre contrôleur du domaine. Le contrôleur du domaine déjà, donc on doit ajouter le rôle ADDS et par la suite on va faire la promotion de ce serveur au rang d'un contrôleur du domaine. Donc une fois le contrôleur du domaine il est prêt, c'est-à-dire le domaine aussi il est créé. La base d'annuaire de sécurité Active Directory, qu'est-ce qu'il stocke? Il stocke, on a dit, tous les objets du domaine. C'est ça l'objectif. Les objets du domaine, c'est-à-dire les comptes utilisateurs, les comptes ordinateurs, les comptes de groupe, les ressources, les périphériques d'impression, tout. Et en plus, le contrôleur de domaine, il peut servir de serveur d'authentification, c'est-à-dire un authentificateur. Donc la base d'annuaire, puisqu'il contient les comptes d'utilisateurs, il a les identités ou les informations d'identification des utilisateurs, il peut jouer le rôle d'authentificateur. Il peut aussi authentifier les ouvertures de session dans le domaine. Voilà, donc c'est un emplacement centralisé de stockage des objets du domaine et aussi d'administration des objets du domaine. Là, Microsoft, il classe les composants ADDS en deux types, donc les composants physiques, les éléments physiques de ADDS et les éléments logiques. Les éléments physiques, ce contrôleur du domaine, le serveur lui-même, c'est le contrôleur du domaine, il classe comme composant physique. Le contrôleur du domaine, il contient des copies de la base de données Active Directory. La base de données Active Directory. Donc ça s'appelle ntds.dit. ntds.dit, normalement, une fois vous créez votre contrôleur du domaine, si le système est installé dans C Windows, vous allez trouver qu'il y a un répertoire ntds et dans ntds, il y a un fichier qui s'appelle ntds.dit. ntds.dit, c'est la base de données d'annuaire, ou la base d'annuaire de sécurité. C'est l'Active Directory réel. Celui-là, puisque c'est un fichier, normalement il a une présence physique dans le disque dur, donc donc le contrôleur lui-même c'est un composant physique, et le magasin de fichiers, c'est-à-dire le fichier sur chaque contrôleur de domaine qui stocke les informations ADDS, c'est ça. Il y a aussi une base qui s'appelle sysvol, System Volume. Donc, deux fichiers importants pour ADDS. Il y a le ntds.dit, c'est l'Active Directory. Et sysvol, tout simplement, c'est pour les stratégies de sécurité. Donc on va y revenir par la suite, les stratégies et les scripts. Donc les scripts que vous créez et les stratégies que vous créez, même il y a des stratégies aussi par défaut, d'accord.
les stratégies par défaut et les stratégies de sécurité que vous allez créer par la suite et les scripts que vous allez créer par la suite, ils sont stockés dans une autre base qui s'appelle sysvol. D'accord? Donc les objets, ils sont dans ntds.dit, les stratégies de sécurité et les scripts, ils sont dans sysvol. Donc deux fichiers importants dans AddDDS. Il y a aussi d'autres fichiers, ce qu'on appelle les fichiers journaux, les log files. Donc log file, c'est tout simplement une Active Directory, il va enregistrer les événements. Serveur de catalogue global. Donc prenez-le maintenant comme un moteur de recherche. Donc c'est un emplacement donc, qui sera créé pour répertorier, ou là c'est un référentiel, un sous-ensemble d'objets. Pour ça, si vous avez plusieurs domaines, peu importe, on n'a pas encore bien pris les notions des domaines, si vous avez plusieurs domaines, vous avez, c'est pas une imprimante ici. Un utilisateur qui est là, si il cherche cette imprimante, normalement, il doit chercher l'imprimante ici. S'il ne la trouve pas, il va la chercher ici. S'il ne la trouve pas, il va la chercher. Donc, avec le catalogue global, l'utilisateur, il va demander au catalogue global, l'imprimante, elle est où? Et automatiquement, le catalogue global va lui dire qu'il est dans ce domaine. Donc, vous remarquez que c'est les recherches d'objets, donc ils sont déjà avec une facilité et une rapidité. Voilà, donc l'objectif ici, donc c'est une copie partielle en lecture seule de tous les objets dans la forêt. On va voir par la suite. Un catalogue global accélère les recherches d'objets. Voilà l'intérêt. Donc au lieu de, si vous avez une structure, une architecture avec beaucoup de domaines, l'intérêt ici du catalogue global, si vous avez beaucoup de domaines, il va faciliter la localisation des objets qui sont dans les différents domaines. Contrôleur de domaine en lecture seule, donc aussi les classes comme composants physiques. On a l'intérêt. Pour expliquer ça, imaginez, vous avez donc, dans un scénario, vous avez votre entreprise qui est donc répartie sur deux sites, deux emplacements éloignés. Ces deux emplacements éloignés, donc ils sont dans le même domaine. Ici c'est le siège, c'est-à-dire dans le siège principal. Dans le siège principal, il y a un administrateur. C'est-à-dire, je peux mettre ici mon contrôleur du domaine en lecture-écriture. Un contrôleur de domaine en lecture-écriture, c'est-à-dire, je peux créer dedans. C'est-à-dire, si vous êtes administrateur, vous pouvez venir dans ce contrôleur et créer un nouvel objet, créer un nouvel utilisateur, un nouveau groupe. Vous pouvez ajouter ou bien supprimer des objets quand vous voulez. D'accord? Imaginez l'autre site qui est éloigné. Il y a seulement les utilisateurs. Il n'y a pas un administrateur. Il n'y a pas quelqu'un qui veille sur la sécurité de ce contrôleur, sur les objets qui sont dedans. Il n'y a pas quelqu'un qui va administrer ici. Normalement, les utilisateurs qui sont là, s'ils n'ont pas un contrôleur du domaine avec eux, pour s'authentifier, ils vont emprunter le one, le lien one, et on sait que le lien one, normalement, il est beaucoup plus... l'accès, il est beaucoup plus faible par rapport au débit. La bande passante, le débit, il est faible par rapport au lien LAN. C'est-à-dire les utilisateurs qui sont là pour s'authentifier ou ouvrir une session dans le domaine, ils sont obligés de passer par le WAN
pour demander à ce contrôleur de s'authentifier. Le contrôleur, la même chose, il va passer par le 1 pour valider l'authentification. Donc vous voyez que c'est un temps précieux dans les ouvertures de session. Le principe, c'est on doit les mettre un contrôleur de domaine. Si on met un contrôleur de domaine lecture-écriture, c'est-à-dire si quelqu'un connaît le mot de passe, ou même si quelqu'un vole, puisqu'il n'y a pas quelqu'un qui veille sur la sécurité, il peut même voler le disque dur ou là, voler le contrôleur s'il n'est pas dans des salles fermées, et il peut par la suite, c'est-à-dire l'analyser à tête reposée. Donc l'objectif, c'est de mettre à disposition de ces utilisateurs un contrôleur qui est seulement en lecture. En lecture, c'est-à-dire même si vous connaissez le nom et le mot de passe d'administrateur, vous ne pouvez rien ajouter ici. Vous ne pouvez pas changer, vous ne pouvez même pas supprimer, même pas ajouter, même pas modifier les objets qui sont là. Donc ça va servir pour authentifier les utilisateurs qui sont dans le même site. C'est-à-dire les utilisateurs, au lieu maintenant de passer par le WAN, ils vont demander l'ouverture de session à être authentifiés dans ce contrôleur qui est avec eux dans le même site. Donc ça c'est l'objectif d'un contrôleur de domaine en lecture seule, RODC, Read Only Domain Controller. Donc c'est une installation spéciale d'Active Directory DS dans une forme en lecture seule. Elle est souvent utilisée dans les filiales où la sécurité et l'assistance informatique sont souvent moins avancées que dans le centre d'affaires, comme j'ai expliqué tout à l'heure. Donc parfois aussi dans les scénarios, on peut vous donner ça. Vous avez votre entreprise qui est répartie dans 2 sites éloignés, le même domaine qui est réparti dans 2 sites, et le site est lointain, donc un des sites n'a pas, donc un administrateur ou bien la sécurité de ce site, il n'est pas donc assez élevé. Donc, quelle est la solution? C'est de mettre en place un RODC dans le site qui n'a pas un administrateur ou bien qui a la sécurité médiocre. Voilà, donc le site, tout simplement, c'est un sous-réseau. Ça, c'est un site, et ça, c'est un site. Donc, le site, c'est une collection d'utilisateurs de groupes d'ordinateurs qui sont définis par leur emplacement physique. Les sites sont utiles dans les tâches d'administration, de planification. Donc les sites, c'est ça aussi l'objectif, c'est que on va parler par la suite de réplication, on va voir les réplications. Répliquer, c'est-à-dire prendre une copie de la base d'annuaire et l'envoyer à l'autre contrôleur qui est dans notre site. Ou là, dans un contrôleur qui est avec ce qu'on appelle contrôleur supplémentaire. Bref, dans un domaine, je peux avoir plusieurs contrôleurs. Déjà, ce qui est conseillé, de chaque domaine, il doit y avoir minimum 2 contrôleurs. 2 contrôleurs, pourquoi? Si vous avez dans votre domaine contrôleur numéro contrôleur 2, le contrôleur de 1, une fois il est activé, il a la base d'annuaire, par exemple, vous avez créé des objets et tout ça. Une fois vous créez le deuxième contrôleur du domaine supplémentaire, qu'est-ce qu'il y a? Il y aura une réplication. Donc la réplication, c'est la duplication de la base d'annuaire, c'est-à-dire prendre une copie et l'envoyer à ce contrôleur. Donc normalement, les 2 contrôleurs, ils doivent avoir une base d'annuaire synchronisée, mise à jour. Pourquoi? Parce que ce deuxième contrôleur, il peut aussi servir pour la gestion des objets, ou l'administration centralisée des objets dans le domaine. Il peut aussi servir pour authentifier les utilisateurs. C'est ça l'objectif. Donc une fois j'ai 2 contrôleurs dans le même domaine, une fois un contrôleur tombe en panne, l'autre il peut prendre le relais. Mais imaginez, vous avez un domaine et vous avez un seul contrôleur du domaine. Une fois ce contrôleur tombe en panne, rien ne se passe dans ce domaine. Il n'y a pas d'ouverture de session, d'accord, blocage total. Donc le fait de penser de mettre minimum 2 contrôleurs, déjà c'est la tolérance de panne,
et la répartition de charge. Répartir la charge, c'est-à-dire un contrôleur, il peut participer à l'ouverture de session d'un nombre d'utilisateurs et un autre, il peut participer à un autre nombre d'utilisateurs. Par exemple, pour les grandes entreprises, on peut paramétrer ça. C'est-à-dire un contrôleur, il peut participer à l'ouverture de session, là, authentifier, je ne sais pas, 2000 utilisateurs et l'autre 3000 utilisateurs, bien, donc 2000, ça dépend. Donc on dit le fait, c'est la logique de, si vous vous rappelez, de la redondance. Donc, la redondance, l'objectif c'est la tolérance de panne et la répartition de charge. Donc le site, c'est ça aussi. Parmi les avantages du site, c'est que, l'exemple que j'ai pris ici, si vous mettez un serveur, bien un contrôleur ici, les utilisateurs qui sont là, ils vont être dirigés directement vers ce contrôleur et pas vers l'autre. Donc le fait d'avoir des sites, les utilisateurs qui sont dans un site, ils seront dirigés vers les services qui sont dans le même site. Bien sûr, si le service n'est pas avec eux dans le site, ils vont le chercher dans l'autre. Donc on va revenir sur ça, ce serait pour classer les composants comme étant physiques, et on va y revenir sur des termes qui sont importants par la suite. Maintenant, les composants logiques. Les composants logiques, parmi les composants qui sont classés, c'est les partitions. Donc l'Active Directory, c'est vrai que normalement, on a dit c'est une base de données, c'est une seule base de données, mais normalement, il est subdivisé en 3 partitions. Comme les partitions de disque dur, hein. Vous avez un espace contigu qui sera séparé par des partitions. Donc les partitions, une section de la base de données, et bien que la base de données soit un seul fichier nommé ntdis.tit, il est affiché, géré et répliqué comme s'il était composé de sections. Donc, ce qu'on appelle les partitions. Donc, on va aussi voir par la suite. En général, il y a 3 partitions par défaut, et il y a une partition qu'on peut la créer. Non. Ces 3 partitions, on ne peut pas les créer. La 4e partition, on peut la créer nous-mêmes. Donc avec les partitions, partition 1, partition 2, partition 3, l'objectif c'est quoi? C'est que, par exemple, s'il n'y avait pas cette partition, si 2 contrôleurs vont se répliquer, c'est-à-dire l'un il va envoyer la base à l'autre, il va à chaque fois envoyer la totalité de la base. Maintenant, on va voir par la suite, c'est que les contrôleurs, en général, les contrôleurs de domaine n'ont pas besoin de toutes les informations qui sont dans l'Active Directory. Imaginez par exemple ce contrôleur de domaine 1 avec contrôleur de domaine, il a besoin seulement de lui envoyer la partition 1. Il va seulement envoyer, il va répliquer la partition 1. Déjà 1, on ne va pas occuper la bande passante, et 2, le transfert il sera vite. Donc le fait de découper la base d'annuaire en différentes partitions, c'est tout simplement pour fiabiliser les réplications entre les contrôleurs du domaine. C'est-à-dire seulement les contrôleurs du domaine qui ont besoin d'une partition donnée, ils vont avoir cette partition. Et pas toute la totalité. C'est ce qu'on appelle aussi le contexte de dénomination, bien d'appellation. Naming context. Entre les contrôleurs de différents domaines. On va aussi voir ça par la suite.
il y a au minimum un contrôleur de domaine pour chaque domaine. Minimum un contrôleur. On a dit pour créer un domaine, le premier contrôleur que vous allez installer, il va vous créer un domaine. Mais pour avoir la tolérance de panne et la répartition de charge, l'équilibrage de charge, il faut deux. En fonction de, par exemple, il y a des organismes qui peuvent avoir un domaine et qui ont des milliers d'utilisateurs, ils peuvent avoir plus de deux. Parfois, donc Microsoft, il vous classe, donc normalement, 10 000 utilisateurs, il doit avoir son propre contrôleur du domaine. 10 000 ou bien un petit peu moins. Donc, parfois, même si vous n'avez pas 10 000, vous pouvez avoir plusieurs contrôleurs. Mais pour vous dire que un contrôleur, il peut facilement authentifier 10 000 utilisateurs à la fois sans problème. L'ensemble des objets, donc chaque domaine qui contient l'ensemble des objets du domaine correspondant. Il est possible d'avoir plusieurs contrôleurs de domaine par domaine afin de mettre en place une tolérance de panne et une répartition de charges. Afin que tous les contrôleurs du domaine possèdent une base de données Active Directory à jour, c'est ça l'objectif. Une réplication des informations est effectuée entre chacun de ces contrôleurs de données. Donc l'objectif, c'est que les bases d'annuaire, ils doivent être convergentes. C'est-à-dire, il y a la même version, il doit être sur les contrôleurs. Bien sûr, si on parle des contrôleurs qui sont dans le même domaine, la même version d'Active Directory, il doit être, c'est-à-dire la même mise à jour, il doit être, une fois vous ajoutez un objet ou bien supprimer un objet ou bien modifier un objet, normalement, la base de données doit être répliquée sur l'autre. Puisqu'on a dit, dans un domaine, si vous avez deux contrôleurs de domaine, une fois vous installez le deuxième il va demander une réplication, c'est-à-dire il aura. Maintenant, imaginez-vous, puisqu'on a dit les deux, ils peuvent administrer le réseau. Ça, c'est le premier que vous avez installé, ça c'est le deuxième. Maintenant, vous pouvez venir au deuxième et créer un utilisateur. Ou bien modifier un utilisateur qui est déjà créé ici, sans problème. La modification ou la gestion que vous allez faire ici, une fois elle est, c'est-à-dire faite, il va être répliqué ici. Si la modification elle est faite là, la réplication elle va passer. Bref, normalement, à un moment donné, chaque contrôleur de domaine, il doit avoir la dernière mise à jour. Mais normalement, les réplications, chaque 5 minutes, il y a réplication entre les contrôleurs de domaine. Bien sûr, les réplications, ils passent par une notification. Notification, si un contrôleur de domaine, il a un objet modifié, ou l'a ajouté ou l'a supprimé, il va notifier. Notifier, c'est-à-dire avertir l'autre, ou là les autres. Les autres, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont demander. Donc, il y a changement, il y a notification, et il y a demande de réplication. Il y a réplication. D'accord? Donc, une fois le changement, il est déclenché, c'est-à-dire le changement, il est déclenché ici, le contrôleur qui a l'objet modifié, il va notifier l'autre contrôleur. Notifier, c'est-à-dire il va lui dire, là, j'ai un changement, demande-moi la réplication. Les contrôleurs, ils ne vont pas s'envoyer d'eux-mêmes la réplication. Ils vont attendre la demande. Donc c'est pour cela que, ils vont notifier. 2, celui-là, il va demander la réplication. Et 3, la réplication, le transfert, il sera envoyé. D'accord? Ça, c'est en cas de changement. Mais en général, chaque 5 minutes, il y a demande de réplication.
Appliquer les GPO, les stratégies. Donc, ça, c'est un chapitre à part entière. Donc, les GPO, c'est les stratégies. Donc, la grande utilité de mettre en place les domaines est la gestion centralisée à partir du contrôleur du domaine. Ainsi, vous avez remarqué ici un exemple. Ainsi, au lieu de passer sur les 10 000 machines, par exemple, pour installer Windows 10, donc, vous imaginez votre réseau. Dans le domaine, il y a 10 000 ordinateurs. Pour installer 10 000 ordinateurs avec Windows 10, c'est-à-dire vous devez installer un par un. Donc avec les GPO, avec les stratégies de groupe, vous allez pouvoir déployer à l'aide d'une stratégie de groupe GPO, vous allez pouvoir déployer, c'est-à-dire quoi? Créer un déploiement, c'est-à-dire vous allez créer une stratégie, et cette stratégie, automatiquement, il va être lancé pour installer les 10 000 ordinateurs donc en même temps. D'accord? Et maintenant, il y a même des cas un petit peu sophistiqués, c'est que l'envoi sera en multidiffusion, c'est-à-dire en même temps, l'installation, il débutera les 10 000 machines. Pas en attendant la première machine, une fois finie, il passe le deuxième, et une fois le deuxième fini, il passe... Non. C'est-à-dire, l'installation, c'est en parallèle, à la fois, en même temps, sur les 10 000. Et un exemple. D'accord. Donc les GPO, c'est vraiment... C'est beaucoup d'options. Parmi les options, c'est-à-dire vous pouvez même restreindre, même limiter l'utilisateur, qu'est-ce qu'il peut voir une fois il ouvre la session, qu'est-ce qu'il peut voir. Est-ce qu'il peut voir le menu démarrer, est-ce qu'il peut voir toutes les applications, est-ce qu'il peut voir la zone de notification avec leur système, donc vous pouvez même, c'est-à-dire paramétrer tout ce qui vous tombe sur la tête. Non? Toutes les options que vous pouvez imaginer, avec GPO, on peut les paramétrer. On peut la configurer. Comme j'ai dit, donc ça c'est un chapitre entier donc, qui traite les GPO. On va les faire par la suite. Structurer. Bien sûr, pour structurer, on a dit il vaut mieux créer les unités d'organisation pour mieux organiser. Et déjà là, le fait de créer les unités d'organisation, il peut aussi faire déléguer et aussi appliquer les GPO aux unités. Donc au lieu maintenant d'appliquer une GPO à tout le domaine, vous pouvez créer des GPO et les appliquer aux unités d'organisation. Voilà, donc les fonctions d'un domaine, ce sont des fonctions très importantes et ils permettent, c'est-à-dire de sécuriser, de fiabiliser, de rendre performant le travail ou le fonctionnement dans un domaine. Imaginez par rapport à ce qu'on a expliqué dans le workgroup. Rien à voir. Arborescence. Donc, une arborescence est un ensemble de plusieurs domaines partageant un espace de nom contigu. Donc, on parle d'espace de nom, comme j'ai expliqué. Espace de nom contigu. Prenez un espace avec le suffixe DNS comme le nom de famille. Donc, dans l'arborescence, vous allez retrouver les domaines de l'arborescence. Toujours, ils ont le dernier, le même nom. Le premier domaine que vous allez créer est appelé domaine racine de la première arborescence. Donc voilà, donc il vaut mieux, je vais vous montrer une image. Nom du domaine enfant, point, nom de son domaine parent, toujours. Donc on a dit les domaines, nom du domaine enfant, point. À chaque fois on met point, on passe à un autre niveau.
Donc si je prends ce schéma, cette image, prenons l'exemple OFPPT.local. Ça c'est le domaine, donc le premier domaine que vous installez. Le premier, voilà, je vais revenir. Le premier contrôleur de domaine installé. Donc une fois que vous pensez créer un domaine, la première des choses c'est d'installer un contrôleur du domaine. Maintenant la question qui se pose, qu'est-ce qui s'installe quand on installe le premier contrôleur de domaine? Qu'est-ce qui se crée avec quand on installe le premier contrôleur de domaine? Qu'est-ce qui se crée avec? Vous installez un contrôleur, donc vous êtes dans un serveur, vous faites la promotion du serveur pour qu'il passe contrôleur. Mais derrière ça, qu'est-ce qui se crée? Donc le premier contrôleur que vous installez, il vous crée un domaine, c'est ça le domaine, hein. Il vous crée la forêt, normalement vous ne voyez pas ça, hein, vous, mais normalement derrière ça, il y a une forêt qui est créée. Il vous crée un site. Donc vous avez pensé de créer un domaine, c'est pour cela que vous avez pensé de installer un contrôleur de domaine, mais une fois un contrôleur il est installé, il vous installe le domaine et il vous installe la forêt. Par la suite, vous avez jugé important de créer d'autres domaines en fonction de votre structure. Vous avez pensé de créer un domaine enfant. Donc on parle maintenant domaine enfant. Maintenant, un domaine. J'ai un domaine racine, j'ai un domaine parent, ou j'ai un domaine enfant. Quelle est la différence? Un domaine racine, c'est le premier domaine qui est installé dans une arborescence. Ça s'appelle un domaine racine. Par exemple, ici, quel est le domaine racine? Le domaine racine, c'est OFPPT.local. Pourquoi? Parce que c'est le premier domaine qui est installé dans une arborescence. Si vous avez votre forêt, on a dit, vous installez le premier contrôleur, pour rester la même logique, vous installez le premier contrôleur du domaine, il va vous installer le domaine racine, hein, OFPPT.local, et il va vous créer une forêt, et il va vous créer un site. Même avec un seul contrôleur, il va vous créer un seul domaine, et avec un seul domaine, vous aurez votre forêt et vous aurez votre site. Par la suite, c'est à vous de voir. Est-ce que vous pouvez ajouter un autre domaine? Donc, dans notre cas ici, j'ai installé le premier contrôleur, un exemple, un de ces trois. Une fois il est installé,
il a créé le domaine et il a créé la forêt. Il n'y avait plus ça. D'accord? Il y avait seulement la forêt et le site. Le site et la forêt. Par la suite, l'administrateur, il a voulu créer un autre domaine. Il a pris le choix de créer un domaine enfant. Ce n'est pas la seule architecture, ce n'est pas la seule configuration. On peut avoir d'autres. On va essayer de suivre et pour expliquer aussi c'est quoi l'arborescence. Donc ça, je vais l'appeler domaine racine. D'accord? Mais ça, il a une particularité bien précise. C'est que le premier domaine qui est installé dans la forêt, ça s'appelle aussi un domaine racine, puisque c'est le premier domaine qui sera installé. La particularité, c'est que c'est ce nom de ce domaine, la forêt, il va prendre le nom du premier domaine racine qui est créé dans la forêt. C'est-à-dire, maintenant, la forêt, il sera nommé aussi OFPPT.local. Donc, le nom de la forêt, il est pris du premier domaine installé dans la forêt. Donc le premier domaine, c'est celui-là qui sera installé dans la forêt, c'est-à-dire son nom, il sera utilisé pour aussi identifier le nom de la forêt. Donc on va dire la forêt OFPT.local. Donc ça, on l'appelle un domaine racine de la forêt. Domaine racine de la forêt. Domaine racine de la forêt, c'est le premier domaine qui est installé dans la forêt. D'accord? Okay, pour revenir, le cas, quand j'ai dit domaine, j'ai domaine racine, j'ai domaine parent et j'ai domaine enfant. Trois types de domaines. Donc racine, bien sûr, la même chose, je peux avoir deux. J'ai une racine, domaine racine de la forêt et racine arborescence. De la forêt, ça. Maintenant, il faut vous penser de créer un domaine, pardon, un domaine enfant de ce domaine. Remarquez, c'est-à-dire il doit avoir son propre contrôleur de domaine, c'est-à-dire on va installer un nouveau contrôleur du domaine. Et ce contrôleur du domaine, la même chose, il va créer son propre domaine. Sauf que maintenant, ce domaine, il sera appelé un autre nom, plus le nom du père. Donc DRMS, c'est le prénom, le nom, on va dire, le prénom de ce domaine, et ça c'est le nom de famille. Donc le nom maintenant de ce domaine, c'est DRMS, ou OFPT.local, il l'a pris, c'est une concaténation de son domaine parent. Maintenant ça, c'est un domaine enfant, et ça, c'est aussi un domaine parent. Donc un domaine, il peut avoir plusieurs rôles. Donc remarquez, ça, il est en même temps racine de forêt, en même temps racine d'arborescence, et en même temps un parent. Mais celui-là, c'est un enfant. Oubliez ça. Donc le domaine DRMS OFPT.local, c'est un enfant. Est-ce qu'il est parent jusqu'à présent? Non. On n'a pas encore créé ça. Est-ce qu'il est racine de forêt? Non. Est-ce qu'il est racine d'arborescence? Non. C'est un domaine enfant, déjà à partir de son nom, DRMS.OFPPT.local. Si on vous donne tout simplement son nom, ce nom, qu'est-ce que vous pouvez dire? Sans vous montrer le schéma. Si on vous donne ce nom, ça veut dire que qu'est-ce que j'ai? J'ai un niveau, deuxième niveau. Donc pour nous, le nom de domaine, c'est ça. On va prendre puisque j'ai dit, on va comme ça. Parce que une fois on rentre dans le DNS, on va changer un petit peu les niveaux. Mais restons maintenant dans Active Directory. Active Directory,
quand vous voyez ici, le- la- la- les premiers, en partant de droite à la gauche, les premiers deux éléments, puisqu'on a dit un nom actif directory, il doit être composé de minimum deux éléments. Ça, c'est le premier niveau, et ça, c'est le deuxième niveau. C'est-à-dire, déjà, je peux voir que ça, c'est un sous-domaine qui est lié à un domaine parent. C'est-à-dire, ça, c'est un domaine enfant, et ça, c'est un domaine parent. Rien qu'à partir d'un nom actif directory de domaine, je peux créer l'arborescence. Sans qu'on vous donne le schéma ou bien l'image de la topologie. D'accord? Maintenant, si je crée aussi un autre sous-domaine qui est dérivé de ce domaine, qu'est-ce que j'aurai? Remarquez le nom. Maintenant, c'est sji.drms.ofpt.local. Donc ça, c'est un enfant. Et ça, maintenant, ça va être le parent de cet enfant. Donc la logique, qu'est-ce qu'il dit? Toujours l'enfant, il partage le nom du parent, c'est-à-dire il utilise le nom du parent. Remarquez, cette partie, c'est le nom du parent. La même chose, si on vous donne ce nom, donc sji.drms.ofppt.local, donc j'ai dit les premiers deux composants partant de là, c'est le premier niveau, le deuxième, c'est deuxième niveau, et troisième, c'est troisième niveau. C'est-à-dire, en voyant les points, je peux dire que j'ai ici maintenant trois niveaux. J'ai le domaine racine de l'arborescence, c'est ofpt.local. J'ai un sous-domaine qui est le domaine enfant rattaché directement à ofpt.local, ça s'appelle DRMS. Et j'ai un autre enfant de DRMS qui est ici. Donc ça, ce qu'on appelle une arborescence. L'arborescence, ils disent que c'est un ensemble de domaines qui partagent le même suffixe DNS. Ça, ce qu'on appelle un suffixe DNS, ou bien qui partagent un espace de nom contigu. De toute façon, les trois domaines, vous allez retrouver le nom de la racine à la fin, toujours. Ça, on sait que ils forment une arborescence. Donc revenons maintenant dans les rôles. Ça, on a dit, c'est un domaine racine de la forêt. On a dit le domaine racine de la forêt. La forêt, il prend son nom. Il est en même temps racine d'arborescence. Arborescence. Une racine d'un arbre. Et il est aussi parent. Parent, puisque déjà arborescence, on va commencer à créer les parents, à créer des enfants. Ce qui fait, je suis parent. Celui-là, il est enfant et il est parent. Donc, il est un domaine enfant de ofpt.local et il est un domaine parent de isj.dms.local. Celui-là, il est enfant. Donc, remarquez maintenant pour ne pas se perdre dans les appellations. Clair? Donc, forêt. Une forêt est composée d'un ou plusieurs domaines appartenant à une même entreprise. Forêt, on a dit, c'est un ensemble de domaines. Là, c'est un ensemble d'arborescences de domaines. L'objectif, c'est ça, c'est-à-dire de pouvoir regrouper un ensemble de domaines. Et la première caractéristique de forêt, c'est que tous les domaines partagent le même schéma Active Directory.
le même catalogue global. C'est-à-dire pour définir aussi bien une forêt c'est un ensemble de domaines. Et des domaines, ils partagent tous le même schéma. C'est-à-dire tous les domaines qui sont dans la forêt, ils ne peuvent gérer que les objets qui sont dans la forêt. D'accord? Est-ce qu'on peut avoir plusieurs forêts? Oui, mais normalement il est déconseillé. Pour une même entreprise, il est déconseillé d'avoir plusieurs forêts. Mais parfois, on est obligé d'avoir deux forêts. On va voir quelques exemples. Donc chaque contrôleur de domaine de la forêt possède une copie du schéma de la forêt, puisqu'on a dit ils partagent tous, ils ont tous le même schéma, on va se baser sur le même schéma. Généralement, il est déconseillé de créer plusieurs forêts pour une même entreprise. Cela augmentera le travail de gestion des administrateurs. Donc, qui est vraiment des applications qui ne peuvent pas réellement marcher de forêt. Il peut donc y avoir plusieurs arborescences au sein d'une même forêt, ne formant pas un espace de non contigu. Malgré cela, une forêt possède quand même un domaine racine unique appelé domaine racine de la forêt. C'est ce qu'on appelle. C'est à partir de lui, il va prendre son nom. Et là, qu'est-ce qu'ils disent? Donc, on peut, dans une forêt, si vous avez votre forêt, vous pouvez avoir votre domaine ppt.local racine, hein, c'est-à-dire maintenant la forêt, ça s'appelle ofppt.local. Ils disent, vous n'êtes pas obligé aussi de créer des... Donc vous pouvez laisser ici un domaine, vous pouvez créer un autre domaine ici. Est-ce que ce domaine, il est enfant de ce domaine? Non. Donc, par exemple, on peut le nommer, je ne sais pas, formation .edu. Est-ce que les suffixes DNS, ils partagent le même, ou là, ils ont des espaces de nom DNS contigus? Non. C'est-à-dire ça, on voit que ça c'est un domaine et ça c'est un autre domaine. Ce domaine, vous pouvez aussi, par exemple, si vous créez un domaine enfant, je ne sais pas, ça peut être tstri.formation.edu. Ça maintenant, ça c'est un enfant. Mais comment on peut appeler ça? Ça, c'est un domaine racine de la forêt. D'accord? Ça, c'est un domaine racine. Est-ce que c'est un domaine racine de la forêt? Non. Racine d'arborescence. Et en même temps, c'est un parent, puisqu'il a un enfant. Et ça, c'est un domaine enfant. Ça aussi, c'est une configuration possible. C'est-à-dire, pas forcément, dans une forêt, je dois avoir une arborescence, une seule arborescence. Non, vous pouvez même avoir plusieurs arborescences. Par la suite, si vous jugez important de créer un autre domaine ici, comme on a dit, drms.ofppt.local, vous pouvez le faire. Donc, vous aurez ça, une première arborescence, et ça, une deuxième arborescence. Sauf que les arborescences, par la suite, ils seront liés. On va voir par la suite les principes aussi. Donc ça, c'est une forêt qui a deux arborescences. Chaque arborescence, il a deux niveaux. Là, cette arborescence, il a donc deux domaines. En gros, j'ai 4 domaines. Mais est-ce que les 4 domaines, ils appartiennent à la même arborescence? Non. Chaque arborescence, il a 2 domaines. C'est possible aussi. Il y a des entreprises en général, la majorité, qui ont seulement un domaine. C'est-à-dire vous avez la forêt, mais vous avez un seul domaine. Il fait l'affaire.
D'accord, déjà, c'est moins de ressources. Et on sait qu'à chaque fois que vous créez un domaine, il faut au moins un contrôleur de domaine. Au moins. C'est-à-dire ici, si vous avez au moins sur chaque domaine un contrôleur, vous devez avoir 4 contrôleurs de domaine. Un contrôleur de domaine, c'est-à-dire c'est un serveur, il y a un système d'exploitation serveur, il y a un administrateur qui doit le gérer. Hein. Donc, à chaque fois vous augmentez. Donc on ne va pas abuser à créer des domaines d'une manière insignifiante. Presque la majorité, si je peux pas dire 85% des domaines, c'est tout simplement une forêt avec un seul domaine. Il fait l'affaire. C'est-à-dire pour pouvoir organiser, maintenant on va créer des unités d'organisation. Et l'unité d'organisation, il fait l'affaire. Donc au lieu de créer plusieurs domaines, donc on va simuler, on va créer des unités d'organisation. On a dit les unités d'organisation, il va me permettre de regrouper les objets et par la suite je peux déléguer aux administrateurs les tâches administratives sur l'unité d'organisation et en plus je peux appliquer les stratégies de sécurité. Par exemple, dans le cas ici de l'OFPPT. Donc imaginez, ça c'est la forêt. J'ai mon domaine. J'ai mon contrôleur. Je peux même avoir pour une tolérance donc deux contrôleurs qui ont l'Active Directory OFPPT.local. Donc imaginez l'OFPPT, il a des directions régionales comme j'ai vu ici. Donc direction régionale Marrakech-Safi, direction régionale Casa, du nord, ouest, il y a des directions régionales. Donc au lieu que l'administrateur maintenant OFPPT.local crée pour chaque direction régionale un domaine enfant, il peut le faire. Mais imaginez on a par exemple une douzaine de régions, il va créer 12 domaines enfants. En plus du domaine parent, ça va être 13. C'est faisable. Chaque domaine, par la suite, il peut, donc il doit y avoir par exemple drms.ofppt.local, ça qui est dans la DR Marrakech, c'est-à-dire dans la DR Marrakech, il doit y avoir un administrateur, une personne qui peut gérer ce domaine. C'est-à-dire en gros, l'administrateur de la forêt, il va déléguer l'administration à cet administrateur. La même chose, un autre administrateur, c'est faisable. Sauf qu'il y a beaucoup de ressources qui sont utilisées, qui sont déployées ici. Autre solution, c'est que je peux créer des unités d'organisation. Unité d'organisation, je vais l'appeler DRMS, comme ça. Et une autre unité d'organisation, je vais le nommer, je ne sais pas, Nord. Exemple. Casa, ainsi de suite. Les 12 unités ou la direction régionale, donc les directions régionales, je peux tout simplement les réorganiser sous forme d'unités d'organisation. Et dans chaque unité d'organisation, je peux créer des sous-unités d'organisation. Je ne sais pas, par exemple, dans DRMS, je vais créer des sous-unités d'organisation avec les établissements qui sont dans DRMS. Par exemple, les JM, l'ISTA, ainsi de suite. Et dans chaque là, je peux aussi, donc vous avez une gestion que vous devez planifier pour organiser les objets dans votre domaine. Bref, ici je peux avoir seulement un seul domaine. Donc un seul domaine. Et je vais maintenant l'unité d'organisation, c'est elle que je vais déléguer à l'administrateur qui est dans Marrakech. Donc, la même chose.
Nord, je vais choisir un administrateur qui est connaisseur, hein, l'administration, qui travaille dans la direction régionale Nord, et je peux lui donner la tâche d'administration de son unité d'organisation, et ainsi de suite. Donc, en gros, comme j'ai dit, 85 à 90% des organismes, ils fonctionnent comme ça. C'est très rare qu'on trouve que, sauf si vraiment, il y a une... Maintenant, le cas de forêt. Vous avez forêt, donc forêt 1, forêt 2. La forêt est là, donc on va prendre en considération que... Qu'est-ce qu'on a dit? La forêt, tous les domaines de la forêt, ils partagent le même schéma. C'est-à-dire, ça c'est un schéma, ça c'est un schéma. Par défaut, si vous installez la même version, par exemple vous avez 2012 ici, 2012 ici, vous avez le même schéma. Mais le schéma, il est extensible. C'est quoi extensible? C'est-à-dire, je peux le modifier. Bien sûr, là, il y a un administrateur qui s'appelle administrateur du schéma, l'administrateur de l'entreprise, il peut étendre le schéma. Donc, étendre le schéma, c'est-à-dire ou bien ajouter une classe, désactiver une classe, ajouter un attribut, désactiver un attribut. Ça, on appelle l'extension. Donc, l'extension, il peut être manuel ou via des applications. Il y a des applications, je ne sais pas, par exemple Microsoft Exchange. Donc c'est un système de messagerie de Microsoft. Une fois vous l'installez dans une forêt, il va étendre le schéma pour ajouter les boîtes aux lettres des utilisateurs. Donc un attribut, une boîte aux lettres, ou une adresse mail, d'accord. Donc le schéma, on a dit, c'est un ensemble de classes et attributs qui sont définis, c'est-à-dire tout maintenant ces domaines qui sont là, ils ont connaissance que voilà les objets que vous pouvez créer et voilà les objets que vous pouvez stocker dans votre base d'annuaire. La même chose ici. Si je change, si je fais une extension du schéma, imaginez, maintenant, je veux ajouter l'attribut CIN. Microsoft, dans son schéma, il n'y a pas un champ CIN, hein, carte d'identité nationale. Ça, c'est un attribut, c'est-à-dire chaque utilisateur que je vais créer, pour la classe utilisateur, chaque utilisateur que je vais créer, je dois trouver nom, prénom, mot de passe et tout ça, mais aussi, il y a un champ qui sera obligatoire de saisir qui est CIN. Je peux le faire. C'est-à-dire maintenant, chaque utilisateur, chaque administrateur plutôt, pardon, qui est dans son domaine, pour qu'il crée un nouvel utilisateur, il va trouver CIN. Ce changement, une fois vous le faites, il sera partagé, tout, hein, la réplication, il sera répliqué sur tous les contrôleurs qui sont dans toute la forêt. Comme ça, chaque administrateur, il veut maintenant créer un nouvel utilisateur, il va trouver le champ CIN, c'est obligatoire de le remplir. Et même être obligatoire, non obligatoire, c'est paramétrable. Donc je peux mettre un champ qui n'est pas obligatoire, comme je peux mettre un champ qui est obligatoire. Donc ça, c'est le schéma. Est-ce que maintenant, quand j'ai fait l'extension CIN, est-ce qu'il est affecté à ce schéma? Non. Maintenant, parmi les besoins de créer deux forêts, c'est ça. Si vous voulez que changer, ajouter ou bien désactiver quelque chose dans le schéma actuel, et vous voulez que d'autres domaines utilisent l'ancien schéma ou bien un schéma différent, si vous voulez que des domaines utilisent des schémas différents, vous êtes obligé de créer deux forêts. Vous ne pouvez pas dire à ce domaine, tu dois utiliser ce schéma, et dire à ce domaine ou bien à ce domaine, utiliser un autre schéma. Non.
le schéma, il est unique pour tous les domaines au sein d'une même forêt. D'accord? Donc parmi, ça aussi c'est dans les scénarios. Hein. On vous dit donc une entreprise, il veut aussi appliquer ou la ajouter ou la classe ou la ajouter un attribut parce qu'il a besoin de cet attribut pour un domaine, hein, pour les utilisateurs d'un domaine, et il ne veut pas que cet attribut il sera appliqué aux autres domaines. Impossible dans une même forêt. Donc pour cela, vous devez créer deux forêts, mettre ce domaine seul dans cette forêt et les autres dans l'autre forêt. Changer le schéma ici et laisser le schéma pour les autres intact. Ça c'est première option pour créer deux forêts. Deuxième, c'est que vous avez votre forêt OFPPT.local, un exemple, déjà prête. Imaginez l'OFPPT.local, il a acheté Microsoft. Donc on va prendre les vrais. Donc OFPPT.ma a acheté Microsoft.com. Microsoft, il a déjà par exemple sa propre forêt. Et OFPPT, il avait déjà sa propre forêt. Donc est-ce que OFPPT, quand il va acheter Microsoft, il va annuler toutes ces structures et il va les recréer ici? Non. Tout simplement, il peut utiliser cette forêt et il peut avoir un lien avec cette forêt. Bon, un lien de confiance. Hein. Il va y revenir par la suite, ce qu'on appelle les relations d'approbation. Donc c'est-à-dire, entre ça et ça, ils peuvent être liés. Et comme ça, je vais laisser la forêt Microsoft, il peut même Microsoft lui changer son schéma, peu important, mais moi j'ai mon propre schéma. Sauf que l'utilité maintenant, c'est que les utilisateurs qui sont là, ils peuvent accéder aux ressources qui sont ici. Et inversement, donc ça dépend aussi de type de relation d'approbation, donc c'est pas notre sujet maintenant. Bref, je vous montre maintenant quels sont les cas là où on a besoin de deux forêts. Mais si vous n'avez pas ces deux cas que j'ai expliqués, vous n'avez pas besoin de créer deux forêts. Donc une seule forêt, il fait l'affaire. D'accord? Parfois même donc une entreprise avec une entreprise partenaire. Donc je veux donner aux utilisateurs là, ici, même si ce n'est pas la peine de fusionner, c'est-à-dire je n'ai pas acheté, mais deux entreprises partenaires, c'est-à-dire ils veulent avoir des accès directs de confiance entre elles, mais via, c'est-à-dire des forêts Active Directory. D'accord? Voilà, donc ça c'est les forêts. Voilà, en gros la représentation de la forêt c'est ça, remarquez. Donc si vous vous rappelez, mon premier que j'ai installé c'est ça, c'est la racine de la forêt. C'est-à-dire ma forêt maintenant, ça s'appelle OFPPT.local. Donc j'ai créé, par la suite, l'administrateur, donc qu'est-ce qu'il a? Il a jugé important qu'il doit créer d'autres, même si c'est normalement, c'est exagéré, mais il serait pour vous montrer la structure d'une représentation de forêt. Donc j'ai ici une racine d'arborescence, une nouvelle, avec deux enfants, et une autre
arborescence, une racine d'arborescence avec deux enfants, mais un enfant qui a un autre enfant. Ici, ce sont deux enfants directs. Hein. Ça, c'est le parent qui a deux enfants directs. Ça, c'est un parent qui a un enfant, et c'est l'enfant qui a à son tour un enfant. D'accord? Pour faire la différence entre ces structures. C'est-à-dire maintenant, tous ces domaines, ils partagent le même schéma et le même catalogue global. Voilà, unité d'organisation est un objet de conteneur dans un domaine que vous pouvez utiliser pour consolider les utilisateurs des groupes et une structure. Remarquez, là, vous pouvez créer plusieurs centaines d'unités d'organisation, et les unités d'organisation, ils sont imbriquées. C'est-à-dire, vous pouvez dans une unité d'organisation créer des sous-unités. Normalement, il ne faut pas dépasser une profondeur. C'est-à-dire, si vous créez une unité, à l'intérieur, vous pouvez créer une autre unité. Donc, ce qui est conseillé, il ne faut pas aller jusqu'à 10. Et la profondeur, il ne faut pas dépasser 10. Donc, en général, ce qui est conseillé, c'est 5. Et la majorité, donc ils peuvent aller jusqu'à 5. Pourquoi? Parce qu'il y a des applications qui ne peuvent pas descendre au-delà de 5 niveaux les unités d'organisation. Donc, pour ne pas avoir de problème, ne dépassez pas les limites. D'accord? Donc maximum, et normalement maximum c'est plusieurs, d'accord? Donc entre 10 et il vaut mieux 5, ne pas dépasser 5 niveaux. Donc ici, la même chose. Donc l'objectif, on a dit l'unité organisée, c'est pour configurer des objets contenus dans l'unité d'organisation. Vous pouvez attribuer des objets GPO, appliquer les stratégies à l'unité, gérer et configurer les comptes ordinateurs utilisateurs. Donc la manière la plus courante de déployer cette stratégie, elle est liée aux unités d'organisation. Donc chaque objet, vous allez regrouper des objets qui auront les mêmes stratégies de sécurité. Comme j'ai dit, vous pouvez créer une unité pour les utilisateurs, une autre unité pour les PC portables, une autre unité. C'est-à-dire, vous allez regrouper des objets qui auront la même stratégie de sécurité dans une unité. Comme ça, une fois que vous créez la stratégie, vous allez l'appliquer automatiquement. Pour déléguer le contrôle, donc on a dit l'unité d'organisation, c'est pour organiser les objets, structurer les objets selon leur type, et pour déléguer le contrôle ou l'administration. Je peux attribuer des tâches d'administration à un administrateur pour administrer cette unité. Et 3, c'est pour lier les GPO à ces unités, une stratégie de sécurité, pour appliquer des sécurités différentes à chaque unité d'organisation. Donc le schéma est le composant ADDS qui définit tous les types d'objets et attributs qu'ADDS utilise pour stocker les données. Il est parfois désigné en tant que modèle pour. Donc tous les objets que vous pouvez utiliser dans les domaines de la forêt, ils sont répertoriés dans le schéma. Vous ne pouvez pas créer un domaine, plutôt créer un objet qui n'est pas répertorié dans. Vous ne pouvez pas stocker ou bien manipuler un objet ou bien un attribut qui n'est pas listé dans le schéma. Voilà, donc attribut, un exemple d'attribut. Comme j'ai dit, donc le nom, prénom, l'objet, ID, le nom de l'objet, et la classe, c'est utilisateur, groupe, ordinateur, site, domaine. Donc le schéma, c'est un ensemble de classes et d'attributs d'objets. Les objets qui sont utilisés pour stocker des données dans l'annuaire, le schéma, il définit les éléments suivants. Les objets qui sont utilisés pour stocker les données dans l'annuaire. Donc, ils ne peuvent stocker que les objets qui sont dans le schéma. Les règles qui définissent quel type d'objet vous pouvez créer, quels attributs doivent être définis, obligatoires ou non. Quand vous créez l'objet, et quels attributs sont facultatifs. La même chose. Donc, schéma, c'est
C'est un ensemble de règles, d'objets qui vont vous dire voilà les objets que vous pouvez manipuler dans vos domaines. La structure, le contenu de l'annuaire lui-même. Donc, déjà aussi, il y a une partie dans l'Active Directory, il y a une partition réservée, partition schéma. Cette partition schéma, il est répliqué, il est copié dans tous les contrôleurs du domaine de la forêt. Pour que tous les contrôleurs aient une connaissance de quels sont les objets et les attributs qu'ils vont utiliser. Et bien sûr, s'il y a un changement, une extension du schéma, ils seront aussi informés par cette réplication. Catalogue global. Le catalogue global est une base de données distribuée qui contient une représentation pouvant faire l'objet d'une recherche de tous les objets issus de tous les domaines d'une forêt. Donc on a dit, imaginez-le comme un moteur de recherche. Par défaut, le premier contrôleur que vous installez dans la forêt, c'est lui qui détient le catalogue global. On va voir par la suite. D'autres contrôleurs, par la suite, ils peuvent avoir le rôle. Mais par défaut, on parle ici par défaut, le catalogue global qui est créé est le premier contrôleur du domaine. Le catalogue global ne contient pas tous les attributs pour les objets. Donc on a dit un catalogue global, c'est un sous-ensemble, c'est un référentiel, tout simplement. Il ne va pas contenir tous les objets. Les objets, ils ont dit, le catalogue global conserve le sous-ensemble des attributs qui sont les plus susceptibles d'être utiles dans les recherches. Par exemple, first name, display name, il y a le nom, un exemple, le nom d'objet, ou bien par exemple la création d'utilisateur, il y a le first name, c'est-à-dire c'est comme le nom-prénom. Donc il y a le prénom, il y a le nom, il y a la location, c'est-à-dire l'objet, il se trouve où. Et ce sont normalement des paramètres qu'on utilise souvent pour les recherches. C'est-à-dire si vous voulez rechercher un objet, vous le recherchez ou bien par son nom, d'accord, en général, ou bien aussi par sa location. Ou bien c'est l'inverse, vous donnez un nom et lui il va vous chercher la location. Donc si je choisis, je ne sais pas, je dis le domaine tel et tel, qui sont les objets qui sont dans ce domaine, il va m'afficher les domaines qui sont dans cette location. Lorsqu'un utilisateur se connecte à son compte Active Directory, le contrôleur de domaine qui effectue l'authentification doit entrer en contact avec un catalogue global pour vérifier l'appartenance au groupe universel avant l'authentification. Et là aussi, le catalogue global, il a d'autres rôles. Pas seulement, il y a mis un référentiel qui va faciliter les recherches, mais aussi, il a dit, si vous avez le rôle du catalogue global, il se voit si vous avez plusieurs domaines. Si vous avez un seul domaine, normalement, le catalogue global, il ne sert à rien. Si vous avez plusieurs domaines, le rôle du catalogue global, il est primordial et obligatoire. Donc, parmi les rôles, c'est que les contrôleurs de domaine, quand un utilisateur essaie d'ouvrir ou la demande l'ouverture de session, la première des choses, c'est que le contrôleur de domaine, il va contacter un catalogue global pour voir l'appartenance en groupe de cet utilisateur, surtout le groupe universel. Là aussi, c'est un terme, on va le voir par la suite, on va y revenir par la suite. Bref, le catalogue global, il a le grand avantage, ou la grande fonction, c'est de faire, de faciliter les recherches d'objets dans les différents domaines, c'est-à-dire c'est une référence d'objets qui figure dans tous les domaines de la forêt. Et aussi, si vous avez plusieurs domaines, il sert pour, si un utilisateur il appartient à un groupe universel, a de l'information, il va l'envoyer au contrôleur qui va authentifier cet utilisateur. Le site. La mise en place de sites dans une organisation permet à cette dernière de disposer de plusieurs avantages. Donc, l'avantage du site, donc l'optimisation du trafic de réplication. Donc imaginez, vous avez un domaine, un triangle, c'est un domaine, et j'ai deux sites. Maintenant, entre
domaine ou site, il n'y a pas une dépendance de conception. Pas de dépendance de conception. C'est-à-dire l'un, il ne dépend pas de l'autre. Donc dans un domaine, je peux avoir plusieurs sites, comme je peux avoir un seul site. Dans un site, je peux avoir plusieurs domaines, comme je peux avoir un seul domaine. Donc il n'y a pas vraiment une dépendance de la conception. Dans le cas ici, remarquez, j'ai un seul domaine, mais j'ai deux sites. Donc ça c'est site 1 et ça c'est site 2. Et ça c'est le domaine. Domaine en triangle. Puisque j'ai le même... c'est-à-dire je dois avoir des contrôleurs. Donc ça, imaginez. Et dans le site, qu'est-ce qu'il y a? Il y a des sous-réseaux. Donc ça, c'est le premier sous-réseau. Et ça, c'est le deuxième sous-réseau. C'est-à-dire qu'ils seront liés par un routeur. Bon. Et la même chose, ça c'est un sous-réseau. Donc ça, c'est le routeur. Ça, c'est le routeur. Ça, c'est le WAN. Donc, imaginez deux emplacements distants. Casa et Marrakech. Même domaine. J'ai ici un contrôleur ou là, deux contrôleurs de domaine. Et ici, ce sont aussi des contrôleurs de domaine. Ça, c'est un site et ça, c'est un autre site. Donc, dans un site, il y a ce qu'on appelle une tête de pont. Tête de pont, c'est-à-dire c'est le contrôleur de domaine qui va recevoir la réplication de l'autre site. C'est-à-dire ici, pas tous les contrôleurs ils vont entrer en contact pour avoir la réplication. Non, un seul. Et il y a des critères pour choisir un seul. Donc imaginez maintenant, ça c'est le tête de pont et ça c'est tête de pont. Donc j'ai tête de pont 1, tête de pont 2. C'est eux qui vont s'échanger. C'est-à-dire tout ce qui se passe dans ce site, il sera envoyé à qui? À ce tête de pont. Et le tête de pont, c'est lui qui va répliquer avec les autres. La même chose, s'il y a un changement ici, ce tête de pont, il va avertir celui-là. Et celui-là, une fois il va demander la réplication et se réplique, il va l'envoyer au serveur qui est avec lui dans le même site. Donc pour gérer mieux, ça c'est comme ça. Donc toujours il y a une sélection de têtes de pont par site. Tête de pont, c'est autre que c'est un contrôleur du domaine qui va répliquer avec le site. Et là déjà l'optimisation du trafic, et là, par défaut, les réplications. Donc on a dit au sein du site 5 minutes, chaque 5 minutes, mais entre sites 180 minutes, chaque 3 heures, par défaut. Donc on peut les paramétrer. Donc par défaut, les réplications entre sites, c'est-à-dire si vous avez un contrôleur de domaine dans un site et un autre contrôleur de domaine dans un autre site, il y a un contrôleur supplémentaire, hein, on est dans le même domaine. La réplication, il passe chaque 180 minutes. Et c'est voulu, normalement, c'est paramétrable, mais c'est voulu que, puisque ça c'est un WAN, donc ils ont limité les... D'ailleurs, les transferts, on peut les paramétrer dans les heures creuses, c'est-à-dire les heures là où les utilisateurs ne travaillent pas. Par exemple, la nuit et tout ça, on peut même laisser les réplications jusqu'à, par exemple, de 20h le soir jusqu'à 6h du matin, comme ça. Il n'y a personne dans l'entreprise qui, pour laisser le trafic, seulement pour la réplication. Et comme j'ai dit, c'est voulu. Ne dites pas que c'est pas... Il va y avoir une non-convergence, mais non. Normalement, ici, les utilisateurs qui sont
dans ce site, ils vont s'authentifier dans leur contrôleur. C'est-à-dire, s'il y a un changement dans exemple, imaginez un utilisateur, l'administrateur, il va lui modifier quelque chose. Hein. Il a changé le nom, le mot de passe, ou bien il a changé un attribut, ou il a ajouté un autre utilisateur ici. Le changement, est-ce que vraiment ça intéresse le site? Est-ce que cet utilisateur, il est là? Non, normalement, ce site, il a aussi ses propres utilisateurs. C'est-à-dire, ils seront gérés par... À un moment donné, puisqu'ils se trouvent sur le même domaine, ils doivent être répliqués. Mais la réplication n'est pas immédiate, n'est pas, c'est-à-dire très importante qu'il soit immédiatement. C'est pour cela que par défaut, c'est 180. Donc chaque site, il a ses propres objets, et surtout si nous intéressons les utilisateurs qui sont là, hein, ils peuvent ouvrir les sessions, les contrôleurs qui sont avec eux sur le même site. S'il y a un changement des utilisateurs qui sont là, seulement ces contrôleurs qui seront affectés par ce changement. Mais est-ce que ce changement il va être envoyé? Non. Il va attendre 180 minutes. Et comme j'ai dit, je peux même dire le soir. D'accord? Donc à la fin, j'aurai les bases de données convergentes, mais vraiment pas le même... là où il y a un changement, puisque le changement, ça ne va pas influencer le fonctionnement des utilisateurs qui sont dans les sites. Amélioration de la localisation des ressources sur le réseau. Les clients contacteront les services qui sont les plus proches. Donc, ce qu'on a dit. Donc, les utilisateurs qui sont ici, ils vont contacter seulement les services, les serveurs qui sont là, le même site. Et ça, c'est très intelligent. D'ailleurs, c'est une fonction aussi de DNS. Chaque utilisateur, il est redirigé vers les services qui sont avec lui dans le même site. Si on prend, par exemple, le contrôleur, un utilisateur qui est là, il sera authentifié auprès de ces deux contrôleurs, et pas ici. Pourquoi? Parce que le système, il a trouvé que ces deux contrôleurs, par rapport à la requête envoyée de l'authentification, c'est le plus proche. L'un des quatre. La même chose, un utilisateur qui est dans ce segment, il sera authentifié ou bien par celui-là, ou bien par celui-là. Ou bien à la rigueur par celui-là, mais normalement, puisque les quatre ils sont dans le même site, c'est la même chose. Authentification plus rapide et plus efficace, c'est ce qu'on a dit. Les utilisateurs ouvriront une session sur un contrôleur de domaine situé sur le même site qu'eux, qui figure avec eux. D'accord? Ainsi, la tolérance. Ainsi, la latence et le retard d'authentification sera limité. Mais une fois, imaginez ces deux, par exemple un utilisateur ici, ces deux contrôleurs de domaine, ils sont en panne. À ce moment-là, il peut utiliser un de ces quatre. C'est la tolérance aux pannes aussi. D'accord, mais de toute façon, normalement, ici, dans chaque site, on doit mettre un minimum un contrôleur de domaine qui va authentifier les utilisateurs du site. Mais comme vous remarquez ici, il vaut mieux minimum 2 par site. C'est une fois il tombe ça en panne, il y a un autre qui va ouvrir les sessions, les demandes d'authentification, il va répondre aux demandes d'authentification. Voilà, donc après, on va s'arrêter là. Jusqu'ici, est-ce que c'est bon? Ce qu'on vient voir de jusqu'à présent. Très bien. Voilà, donc on va s'arrêter là et espérons, Inch'Allah, la prochaine fois, on va continuer sur ce qui reste.